effectivement et sans l'ombre d'un doute, Tim Cook me paraît et me démontre être le plus grand numéro 2 de l'histoire. Le budget annualisé du gouvernement du Québec, c'est 166 milliards par année. Et les profits nets d'Apple dans les 12 derniers mois étaient à peu près de 166 milliards par année. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires. On va parler, comme à l'habitude, avec Jonathan Léveillé aujourd'hui, bien entendu, d'intelligence artificielle. Mais Jonathan, avant de parler d'avancement que tu as pu faire avec Claude Cowork, que tu vas nous parler un petit peu aujourd'hui, parce qu'on a été quand même assez, pas critique, mais on a amené les gens à être vigilants la semaine dernière sur les outils d'intelligence artificielle, de bien bâtir sa cybersécurité. Donc, peut-être que au-delà d'avoir construit maintenant ta cybersécurité, tu vas pouvoir nous parler des gains que tu es capable de faire derrière. Mais avant toute chose, je trouvais intéressant qu'on puisse en discuter. On est le 21 avril 2026 aujourd'hui, le 20 avril hier, littéralement. Tim Cook, le célèbre PDG d'Apple depuis la mort de Steve Jobs en 2011, a annoncé qu'il quittait la présidence et la direction d'Apple à partir de septembre prochain. Il sera succédé par John Ternus, qui présentement s'occupe de tout le volet hardware chez Apple. Qu'est-ce que tu as retenu de Tim Cook chez Apple? Parce que, juste peut-être pour situer un peu les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Apple a été critiqué dans les dernières années. Apple a été critiqué parce qu'ils ont raté un petit peu le train de l'intelligence artificielle et je pense que maintenant, ils ont simplement abdiqué et ont accepté qu'ils ne seraient pas des joueurs qui allaient s'intégrer dans la course à tout ce qui est construction des LLM, du moins dans le volet, on pourrait dire software, logiciel. Définitivement, Apple a tiré la serviette. Ils font maintenant des partenariats avec Google. Ils en ont fait également dans le passé avec OpenAI. Donc, ça en dit long sur leur positionnement par rapport à tout ça. Mais on doit donner crédit où crédit est dû. Et souvent, les gens l'oublient, mais l'organisation Apple, en 2011, à la mort de Steve Jobs, avait une valorisation boursière à 350 milliards de dollars. Déjà, c'est assez exceptionnel. Et aujourd'hui, en 2026, l'organisation a passé le cap des 4 000 milliards de dollars, des 4 trilliards de dollars, littéralement. Donc, on doit donner, et je le répète, crédit où crédit est dû. Littéralement, c'est un x10 sur la valorisation en 15 ans. Une organisation qui a été la première à atteindre le trilliard de valorisation boursière en 2018. D'autres entreprises ont suivi par la suite. Amazon, Nvidia récemment, Tesla le fait, Meta, Google, Microsoft également. Et en plus de tout ça, c'est important de le mentionner, Apple, au moment où on se parle, depuis 2011, c'est des revenus et des profits qui ont été multipliés par 4. C'est plus de 100 milliards de profits annualisés. Ça en fait de l'argent à réinvestir dans d'autres types de projets. Tim Cook a souvent été vu comme un homme d'affaires plus qu'un entrepreneur visionnaire à la Steve Jobs, c'est-à-dire qu'il a repris une organisation qui avait des fondamentaux exceptionnels. Il les a rendus encore plus exceptionnels spécifiquement sur la rentabilité, la dynamique opérationnelle, si on peut le dire ainsi, le profit qui est capable de ressortir de cette entreprise. Bref, il a été un excellent opérateur et en toute transparence, avec du recul, Jonathan, j'ai l'impression que c'est peut-être le meilleur type de dirigeant que tu pouvais avoir qui succède à un très, très grand visionnaire, qui a des fondamentaux en place, qui est capable de perdurer pendant peut-être 5, 10, 15 ans. Ça a été 15 ans ici. Et là, définitivement, je crois qu'il est rendu plus vieux. Je pense qu'il a 65 ans maintenant, Tim Cook. Et aussi, peut-être qu'il se rend compte que s'il continue à diriger l'organisation dans les prochaines années, il risque de passer peut-être à côté de ce qui est en train de se dérouler au niveau de l'intelligence artificielle. Peut-être est-il rendu un petit peu trop vieux ou a moins envie même de s'intéresser à tout ce qui est en train de se mettre en place. Mais bref, avec un peu de recul, je pense qu'il a fait un travail colossal, exceptionnel. Quelle est ta vision sur Tim Cook, Jonathan? Ben, je veux juste mettre en perspective certains chiffres parce qu'on parle de milliards et de trilliards, là. Le budget annualisé du gouvernement du Québec, c'est 166 milliards par année. Et les profits nets d'Apple dans les 12 derniers mois étaient à peu près de 166 milliards par année. Donc, juste pour donner une idée, là, dans le fond, toutes les dépenses gouvernementales qu'on fait au Québec au niveau du provincial, ben, ça l'équivaut au profit d'Apple. Donc, si on avait Apple dans notre giron en termes de dans l'écosystème de où le gouvernement détiendrait, exemple, 100% Apple, ben, on paierait tout ce qu'on a de besoin en termes de gouvernement provincial ici au Québec. Fait que juste pour mettre en perspective, ça donne une vue. Ensuite, quand Steve Jobs est décédé en octobre 2011,
Apple était l'entreprise qui avait la plus grande capitalisation boursière au monde. Donc, 330, 350 quelques milliards de dollars. Garder cette position-là pendant plusieurs années, c'est colossal. Et là, aujourd'hui, Apple vacille entre la deuxième et troisième position. Et les deux seuls, souvent, qui dépassent Apple présentement, mais c'est deux compagnies qui ont les deux bras dans l'IA, donc NVIDIA et Google. Donc, c'est colossal ce qu'ils ont réussi à faire en lançant si peu de nouveaux produits. Moi, personnellement, mon opinion sur la personne, j'ai beaucoup entendu de bien, mais on passait d'un capitaine de bateau qui était extrêmement charismatique, extrêmement focusé sur le marketing. Il comprenait la game de produits, à vraiment un intégrateur, quelqu'un qui roule une business et qui va traire la vache au maximum. Fait que moi, personnellement, quand c'est arrivé, je donnais pas long feu à Apple. Je penserais honnêtement jamais qu'ils auraient réussi à tirer ça dans une zone positive pendant plus que 3, 4, 5 ans, 2, 3 renouvellements de produits et il y aurait eu un déclin. Et année après année, augmentation des revenus, augmentation des profits. Vraiment impressionnant ce qu'il a fait, mais je me demande si Steve Jobs avait été encore des nôtres aujourd'hui, qu'il aurait eu son allié à côté pour rouler la business à ce niveau-là dans le quotidien, à quel point ça serait... Au lieu d'être un fois 11, fois 12 des revenus, fois 15, peu importe, on aurait peut-être été dans un fois 30, un fois 50. Je pense qu'il faut lui donner beaucoup de crédit d'avoir été capable de bien gérer l'entreprise jusqu'à aujourd'hui et de maximiser ça et de rester dans les top 1, top 2, top 3. Mais je me pose quand même la question s'il avait eu à ses côtés quelqu'un d'aussi charismatique et aussi axé marketing et également vision du produit, à quel point que Apple serait probablement encore à d'autres niveaux. On ne serait pas à des multiplicateurs de 10, 11, on serait probablement à 50 ou 100 fois. Je pense que Jonathan posait la question, c'est répondre. Soyons honnêtes, c'est-à-dire qu'effectivement et sans l'ombre d'un doute, Tim Cook me paraît et me démontre être le plus grand numéro 2 de l'histoire. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire, mixé à un visionnaire hors norme, il est capable d'exécuter un plan incroyable. Et pour moi, c'est ça qui est important de mentionner ici, c'est qu'il a remplacé l'irremplaçable. Et quand tu te fais donner un job comme ça, qui est un job impossible, parce que c'est un job où est-ce que la pression va être sur toi constamment, tu vas continuellement être comparé. Est-ce que Steve Jobs aurait pris cette décision-là? Est-ce que Steve Jobs aurait pris cette décision-là? Et au lieu de jouer le jeu de je vais être innovateur, je vais essayer de lancer 250 nouveaux produits, il en a lancé quelques-uns, il faut tout de même les mentionner parce qu'ils n'ont pas le choix tout de même d'innover. Il y a eu la Apple Watch, qui d'ailleurs, ils sont un leader mondial présentement avec la Apple Watch. Les AirPods. Les AirPods, c'est un succès quand même grand public. Ça l'a eu par la suite beaucoup de copies qui ont été faites dans différentes catégories. On est rendu peut-être aussi à l'iPhone 158. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles itérations sur l'iPhone. Mais bon, ça, je pense que c'est une stratégie d'affaires qui est quand même intelligente, on pourrait le dire ici. Ils ont capitalisé beaucoup sur les services. Je pense que ça, c'est une manière détournée de mentionner qu'ils ont un bon deal avec Google. C'est toujours drôle quand ils disent « on fait un certain pourcentage de nos profits avec les services, avec les Apple Plus. » Et quand tu vas regarder littéralement la ligne dans leur bilan financier orienté au niveau des services, tu vois à peu près 20-25 milliards de revenus à l'année et tu sais que le deal qu'ils ont avec Google est de 21 milliards. Donc, c'est juste pour remettre aussi les choses en perspective que pour avoir Google sur votre téléphone, c'est l'entente qu'ils ont entre les deux entreprises. Mais bref, mon point est, je pense que Tim Cook avait un job impossible, mais je crois maintenant, Jonathan, que John Ternus, qui va devenir le nouveau patron de Apple, a un job encore plus impossible parce qu'il n'a pas les mêmes fondamentaux en place. Il a une artillerie d'argent, un compte de banque qui est plein, mais il n'y a pas nécessairement les mêmes fondamentaux, je crois, que ce que Tim Cook avait. Et tu vois, le parallèle peut-être qui va être intéressant de regarder, c'est un peu quand Satya Nadella est arrivé chez Microsoft. Il y a eu Bill Gates qui a été président directeur général de Microsoft pendant une vingtaine d'années, qui était fondateur jusqu'aux années 2000. Steve Ballmer est arrivé, a fait un travail similaire à ce que Tim Cook a fait, c'est-à-dire a augmenté considérablement la profitabilité de l'entreprise, a augmenté les revenus. Malheureusement, la valorisation de l'entreprise n'a pas autant évolué qu'il l'aurait voulu pendant cette période. Je pense qu'il est resté PDG, je crois, 10-12 ans, si ma mémoire est bonne. Et là, Satya Nadella est arrivé. Et là, lui a vraiment été capable de renouveler l'entreprise et d'en faire la machine qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que John Ternus va être capable de le faire? Il a une vision hardware, il est
patrons du hardware chez Apple. Ils avaient le choix entre, j'imagine, un opérateur à la Tim Cook, peut-être quelqu'un très orienté software qui aurait pu intégrer l'IA. Ils ont choisi le hardware. Je pense que ça en dit long également sur leur positionnement pour les prochaines années. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont tellement longs. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leur service, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. Je veux reculer juste un petit moment en arrière sur Apple pour juste qu'on ait tous la même vision de ce qui s'est passé dans les dernières années, là. Apple, à l'été 97, était à 90 jours de la faillite. Ils avaient perdu dans la dernière année 1 milliard de dollars, alors que l'année d'avant, ils avaient fait 1 milliard de profit, donc un 2 milliards de turnover. Ils ont mis 3800 employés à pied dans cet été-là, en 97. Et c'est là qu'ils ont été rechercher Steve Jobs pour revenir à la barre. Steve Jobs a été chercher justement Tim Cook en 98 pour être le VP des opérations mondiales. Et là, juste pour vous donner une idée, là, ils sont partis d'une entreprise qui était à 90 jours de la perte. Ce qui les a sauvés, c'est que Steve Jobs était cogné à la porte de son pire ennemi, qui est Bill Gates, pour avoir un prêt de 150 millions pour les sauver. Et c'est ce qui a littéralement sauvé l'entreprise de la faillite. Donc, c'est Microsoft qui a sauvé de la faillite Apple au final. Et depuis ce temps-là, depuis cette date-là, combien de milliards de profits, tu penses, Antoine, qu'ils ont fait en dollars US depuis 97, donc ça va faire 30 ans? Ah, ça doit être un petit peu trop. Ça va donner mal à la tête, tous ces zéros-là. 998 milliards de profits en US, donc à peu près 1,4 trilliard de dollars canadiens au final. Et ce qui est intéressant là-dedans, juste pour souligner la part de Tim Cook dans les dernières années, il y a pratiquement le 2/3 du profit qui provient des 8 dernières années. Donc, à peu près juste avant la pandémie jusqu'à aujourd'hui. C'est complètement hallucinant comme ride au final. Et comme tu dis, le prochain qui prend la barre va avoir vraiment, vraiment, vraiment des grands souliers à remplir. Et tout le monde va le comparer et à Steve Jobs et à Tim Cook. J'aimerais pas ça honnêtement être dans ses culottes. Ça va être vraiment quelque chose pour lui de continuer, puis de continuer une aussi longue dynastie pratiquement de bénéfices et de croissance. La question, je crois, c'est parce que, tu vois, un des points que Satya Nadella a fait de très, très bien quand il a pris la gouverne de Microsoft en 2014, je crois. Je crois que c'est en 2014 qu'il a pris la gouverne de l'organisation. Il a réussi ses acquisitions. Il a acquis LinkedIn, GitHub. Quelle est la grande entreprise qu'il a acquis l'année dernière, que ça lui a pris énormément de temps avant de se mettre en place? Il faudrait que je les ressorte. Mais bref, ils ont fait il y a eu un bon portfolio d'acquisitions qui finalement est venu, OpenAI. Il possède un tiers de OpenAI. Bon, un morceau qui est un peu mou parce qu'il est en train de les glisser entre les doigts, mais bref. Ouais, c'est bon. C'est quand même 30 milliards de revenus annualisés. Pas, tout de même, c'est pas rien. Donc, bref, le point est, ils ont fait des investissements assez exceptionnels, ce qui les a, en plus des autres décisions qu'ils ont été capables de mettre en place, positionnés pour la deuxième vague. Ils se sont vraiment repositionnés sur l'entreprise, sur le B2B, sur l'intégration de systèmes opérationnels dans les entreprises. Ils ont eu un succès fou avec Microsoft Teams, Office, etc. Et ça leur a donné vraiment un coup d'accélération à l'entreprise. J'ai l'impression, et la raison pourquoi j'ai mis ça à ton attention, Jonathan, c'est qu'Apple n'ont jamais été des
très grands acheteurs d'entreprises. Ils ont énormément d'argent. Bien entendu, il y a des régulations maintenant qui rendent les acquisitions un petit peu plus compliquées, mais bon, on s'entend, on a vu des gros joueurs dans les dernières années les faire tout de même, ces acquisitions, des fois de manière un petit peu, on pourrait dire, détournée, stratégique, en faisant ce qu'on appelle des acqui-hire en anglais, mais tout de même, ces acquisitions se sont mises en place. On a vu même Meta récemment qui a lancé sa nouvelle suite d'agents d'intelligence artificielle via une acquisition qu'ils ont fait l'année dernière. Donc, tu peux trouver des façons, si tu as envie de faire ces acquisitions. Je me demande si ça ne sera pas ça, la prochaine étape de Apple pour vraiment rester numéro un, pour essayer d'intégrer différents produits, différents services à ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont être capables de continuer à construire à l'interne? Est-ce qu'ils sont rendus à un point qu'ils n'ont simplement pas le choix de faire des acquisitions stratégiques, que ce soit dans l'IA, que ce soit dans le contenu, ils sont de plus en plus présents dans le contenu, que ce soit même peut-être dans le hardware, ou est-ce que d'autres joueurs sont en train de prendre des parts de marché également? J'ai hâte de voir, ça sera quoi le plan stratégique qu'il va présenter, parce que sur papier, incroyable le travail qu'il a fait Tim Cook, mais entre toi et moi, c'est difficile de savoir Apple va se positionner où dans les 5-10 prochaines années. Est-ce qu'on va avoir encore 10 nouvelles itérations de l'iPhone? Est-ce que les gens vont continuer à acheter de l'iPhone? Est-ce que ça va être encore le type d'objet qu'on va utiliser pour consommer notre contenu, pour discuter avec les gens dans le futur? Est-ce qu'on va même encore travailler devant des ordinateurs? Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation autour de Apple, et je pense que personne aujourd'hui est réellement capable de savoir comment l'entreprise va se positionner dans le futur. Après, bon, difficile de parier contre une entreprise qui génère autant de profits, mais je pense qu'au niveau innovation, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je rebondis sur ce que tu disais sur les acquisitions de Microsoft et je vais revenir sur ceux d'Apple, mais je vais te challenger un petit peu là-dessus, Antoine. J'ai sorti le data pendant qu'on se parlait. C'est vraiment curieux, les acquisitions qui étaient faites par Satya Nadella, parce qu'effectivement, il y a LinkedIn, GitHub et également OpenAI qui fait du sens. Fait que LinkedIn, 26 milliards, GitHub, à peu près 8 milliards. C'est beaucoup dans l'écosystème à ce moment-là de la donnée, des programmeurs, tout le reste. Par contre, les plus grosses acquisitions qu'il a fait, c'est des compagnies de jeux vidéo. Donc, Mojang en 2014 avec Minecraft. Il y a eu également Activision Blizzard pour 75 milliards de dollars US, qui est Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush. Et après ça, il y a eu un autre studio de jeu pour à peu près 8 milliards qui avait Fallout, Elder Scrolls, qui le studio était ZeniMax et Bethesda. Donc, les plus grandes acquisitions sous le règne de Satya Nadella sont des acquisitions dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui est totalement en dehors de son champ d'activité régulier parce qu'il vient lui-même de la branche de cloud, d'infrastructure réseau. Donc, c'est quand même curieux que le côté acquisition va plus du côté jeu, un peu moins vers son core initial, mais c'est des revenus garantis. Et on n'entend pas beaucoup parler de Microsoft pour son côté jeu vidéo, mais ils ont beaucoup de revenus, beaucoup de profits qui viennent de cette branche-là. Bien sûr. Je rebondis sur Apple. Apple ont fait beaucoup d'acquisitions depuis l'ère de Tim Cook, entre autres Beat Electronics au niveau des écouteurs, Shazam au niveau de l'application pour être capable de découvrir un peu les chansons en tant que telles. Mais ils ont fait beaucoup de petites acquisitions pour venir faire grandir leur technologie en arrière dans les produits. Donc aujourd'hui, le Touch ID puis le Face ID qui fonctionne si bien sur nos téléphones à tous les jours, qui est pratiquement de la magie et qui fait qu'on rit carrément des produits de Google et de Samsung. Mais ces deux acquisitions, c'est Authentech et PrimeSense pour à peu près 1,5 milliard chaque. Tout l'aspect à ce moment-là au niveau des logiques de shortcut sur iOS, ils ont acheté une compagnie Workflow, c'est rendu une app aujourd'hui. Donc, ils ont acheté beaucoup de compagnies qui les propulsaient sur la technologie au niveau du iPhone et au niveau des applications sur l'iPhone. Ils ont acheté une compagnie d'applications météo. Apple Music, c'est Primephonic, c'est une compagnie qui ont intégré là-dedans derrière tout ça. Donc, ils sont très bons pour acheter de la tech, autant logiciel que matériel, et venir l'intégrer dans l'écosystème sans trop faire de bruit, alors qu'on pense que c'est eux qui l'ont inventé. Mais en réalité, c'est juste de l'intégration de ce qui se passe autour. Et je pense que c'est un peu ce que Tim Cook a réussi à faire dans les dernières années, faire beaucoup d'acquisitions, des petites acquisitions, mais les intégrer de manière très silencieuse au bout de la ligne. Et si on compare en nombre d'années, en nombre d'acquisitions, Apple 27 sous l'ère de Tim Cook, Microsoft 50. Apple a dépensé 8 milliards, Microsoft 150 milliards. Donc, le deal est 10 fois plus gros chez Microsoft que chez Apple. Fait que c'est des petites acquisitions chez Apple, tech, software, logiciel et matériel qui viennent s'intégrer dans l'écosystème, alors que Microsoft, beaucoup dans le jeu vidéo. Curieuse stratégie au niveau de Microsoft quand on décortique tout ça, là. Ouais, mais c'est des stratégies qui, au final,
pense, font énormément de sens. Juste avec ce qu'ils ont fait pour OpenAI, ils ont été capables de rentabiliser tout ça directement. Même argumentablement, il faudrait voir les derniers chiffres de LinkedIn. Je ne les ai pas regardés, mais ça reste une très belle organisation, spécifiquement une entreprise qui est située comme la leur. Mais je te pose dans ce cas-là une question. Quand tu as 100 000, pardonne-moi, pas 100 000, 100 milliards par année de profit net qui se génèrent dans ton entreprise, on s'entend, bon, et là-dedans, on s'entend, ton R&D a déjà été couvert. Là, donc, ça, c'est littéralement ce qui se génère dans la ligne du bas et ce qui va être remis aux actionnaires selon des dividendes, etc. Donc, tu as quoi? Tu as deux options. Tu vas réacheter des actions de ton entreprise si tu considères que ton organisation est sous-évaluée au moment où on se parle, ce que beaucoup d'entreprises vont faire. Salesforce, je pense qu'ils viennent de le faire récemment avec un très, très haut rachat. Ils sont même allés chercher de la dette pour faire le tout. Donc, tu peux faire le tout. Tu peux faire des acquisitions. Parce qu'à un certain moment donné, si cet argent-là traîne entre parenthèses, elle va perdre peut-être une certaine valeur si tu ne peux pas la redéployer à un endroit stratégique pour l'entreprise et tu risques peut-être même de perdre des parts de marché. Et on l'a vu aussi dans les dernières années, quand les belles acquisitions se mettent en place, l'action de l'entreprise, littéralement, ce que tu vas gagner en valorisation, des fois en 1 ou 2 journées, tu es capable de couvrir ton acquisition. Donc, bref, je me pose la question, pourquoi ou est-ce que ce serait dans les plans d'aller déployer encore plus pour aller chercher davantage et de prendre une place dans tout ce qui se dessine autour de nous? Ou tu peux, troisième option, donner des dividendes à tes actionnaires. Donc, tu peux racheter tes actions, déjà. donner des dividendes. Ce qu'ils font déjà. Et ils ne le faisaient jamais avant, mais ils sont tellement rendus à imprimer de l'argent qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser tous les canaux pour... mais je pense que le canal, effectivement, d'acquisition est très, très, très sous-évalué. Là. Si on regarde la dépense d'acquisition qu'ils ont faite sous l'ère Tim Cook, en comparaison à Nadella et leur capitalisation boursière, puis on prend le ratio, là, le ratio est de 17 fois si on prend acquisition, si on prend la capitalisation boursière divisée par l'acquisition, c'est 17 fois pour Microsoft. Apple, c'est 430 fois. Ça veut dire qu'ils sous-investissent énormément versus leur capitalisation boursière et les profits dans les acquisitions. Fait que je pense que ton hypothèse du prochain gameplay d'Apple, et là, on se rappelle qu'on les traitait de vieilles têtes blanches. Ben oui, lui, il n'a pas de tête blanche. Lui, il est correct. Il a les cheveux encore bruns, un petit peu de cheveux blancs. Mais tu vois, mon point, je pense, Jonathan, c'est qu'une entreprise, si, disons, c'était Steve Jobs, encore le CEO, il y a définitivement un argument de se dire, mais pourquoi ferait-on des acquisitions? On sait innover, on sait créer, on sait même ce que le client veut à même de l'avoir vu. Ça a toujours été ça, la vision de Steve Jobs. Et je pense que jamais lui aurait même voulu, écoute, je parle peut-être à travers mon chapeau, je ne connais pas toutes les acquisitions que lui-même a fait, mais je crois que c'était quelqu'un qui créait beaucoup plus que ce qu'il voulait acquérir. Et là, tu ramènes une organisation qui est davantage gérée par des opérateurs, des entrepreneurs, une entreprise qui, hors de tout doute, est à la traîne sur les avancées qui se font en ce moment. Soyons clairs, là, ils sont à la traîne. Ils n'ont aucune intégration dans l'IA et ils auraient pu le faire. Ils ont le capital, ils ont l'infrastructure au niveau hardware. On en a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast. Quand tu arrives à ce point-là souvent, c'est souvent là que les entreprises font des acquisitions pour rester au devant de la scène, pour rester numéro 1. Quand les choses vont un petit peu moins bien, ou même quand les choses vont bien pour aller encore plus vite. On l'a vu avec Meta, on l'a vu avec Amazon, on l'a vu avec toutes ces entreprises-là. Donc moi, je trouve ça étrange, mais j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir parce que je pense que ça pourrait redonner une dynamique différente à l'entreprise si quelqu'un arrivait avec un peu ces idées-là ou s'ils vont rester un petit peu dans le même silo qu'ils ont depuis plusieurs années, c'est-à-dire itérer, augmenter les profits, donner un iPhone qui est de moins en moins intéressant tous les 2 ans. Parce que c'est ça, là, Apple, soyons clairs. Ça a marché au niveau des bilans financiers. L'expérience utilisateur n'est pas ce qu'elle était auparavant. On n'est plus là du tout, là. Par contre, je termine avec la logique que je suis quelqu'un qui aime se challenger puis changer mes patterns mentaux du genre, je suis habitué d'écrire de la droite, puis à un moment donné, je vais prendre un mois pour écrire juste de la gauche, juste pour me challenger. Là. Je suis un peu Donc, je me suis lancé comme défi il y a à peu près 1 an et demi de complètement changer mon téléphone de l'écosystème Android à Apple, juste pour me challenger puis défaire mes patterns mentaux puis être capable de comparer. Donc, je suis tombé là-dedans. Ça m'a pris quand même un bon temps d'adaptation. Il y a des pour, il y a des contre. Et là, j'ai transféré les écouteurs avec Apple. Vraiment un grand gain d'efficacité, de productivité. Je pensais jamais avoir ce gain-là avec des écouteurs. Et en décembre passé, j'ai fait le grand saut. Je me suis dit, OK, je vais me challenger au niveau de l'interface de mon outil principal, qui est mon portable. Et je l'ai transféré pour aller sur Apple. Et je me confesse, maintenant, je comprends pourquoi les gens sont sur Apple. L'écosystème est vraiment impressionnant.
un appareil seul et c'est correct. Des fois, c'est pas autant compétitif que le reste, mais dans l'ensemble, quand on ajoute certains appareils, là, on vient vraiment chercher une fluidité, une efficacité, une qualité. Et je me confesse, je pensais jamais dire ça, mais je comprends aujourd'hui pourquoi Apple fait autant de profit. Il y a une partie de mes dépenses qui étaient en profit chez Apple dans les 2 dernières années. Donc, voilà. Donc moi, je te dis, je te fais quelques prédictions sur des endroits qui pourraient aller au niveau des acquisitions. Le volet publicitaire. Ça, je ne serais pas surpris. Ils ont commencé à avoir une structure publicitaire chez Apple. Est-ce qu'elle est au niveau qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher plus de parts de marché? Énormément de marge de profit qu'ils génèrent au niveau publicitaire, ça pourrait être un endroit. L'IA, peut-être pas un système classique à la OpenAI ou à la Anthropic, mais un Perplexity. Est-ce que Perplexity pourrait être une acquisition potentielle d'Apple? Est-ce qu'il y aurait d'autres joueurs comme ça qui seraient capables d'aller chercher? Donc ça pourrait être un endroit. Le volet physique, on en a parlé pendant longtemps, il était en discussion. Même Elon Musk l'avait dit ouvertement pour ultimement vendre Tesla à Apple il y a à peu près 10 ans de cela. Finalement, ça a peut-être été une des pires décisions de l'histoire de Apple de ne pas avoir mis la main sur Tesla au moment où est-ce que l'entreprise est en difficulté. Mais je pense que c'est 3 endroits qui pourraient, ou le 4e, le volet contenu. On a vu un deal récemment qui s'est mis en place. Paramount a acheté. Le deal était à Netflix au départ. Bref, le nom de l'organisation, le nom me sort de l'esprit. Mais bref, il y a ces 4 volets-là. Le volet IA, le volet contenu, le volet publicitaire et bien entendu le volet hardware que je pense que Apple préfère des acquisitions. Hâte de voir le tout, mais bon, une entreprise évolue, ça fait partie du jeu. Les paris sont ouverts. Autre chose avant que je te laisse filer, Jonathan? C'est complet en toi pour cette semaine. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir et on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.